Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Eh bien, ce vendredi matin, dernier rendez-vous de la saison avec un invité dans la matinale, et on a voulu conclure cette session qui fut quand même placée sous le signe des élections départementales, élections régionales, et je suis ce vendredi matin dans le bureau de Loïc Chenet-Girard, président de la région Bretagne. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau, de là où vous présidez la région et où vous allez la présider à nouveau puisque vous avez été réélu à la tête de la région. Tout à l'heure, il va y avoir une session d'installation. Est-ce que vous êtes un peu anxieux parce que vous n'avez pas eu les fameux 33%? Non, je ne suis pas anxieux. J'ai effectivement, avec mon équipe, été réélu conseiller régional et dans quelques instants, l'hémicycle régional va choisir son président, va voter pour un président et je n'ai aucun doute sur l'issue. C'est pour moi une grande fierté. Alors, il y a eu des tangages, comme l'on dit. Il y a eu ce rapprochement avec Europe Écologie Les Verts qui ne s'est pas fait. Hier, nous avions Neil Kawissin au micro, avant-hier, Neil Kawissin au micro de la matinale qui disait on rentre dans une force d'opposition constructive. Est-ce que c'est important ce mot constructif? C'est très important parce que nous sommes des hommes et des femmes de gauche. Et nous avons besoin de travailler ensemble, nous avons besoin de construire des ponts. Et je comprends l'amertume, la difficulté, la tension suite à l'échec de fusion entre les deux tours. Mais je ne pouvais pas me départir de certains principes, de certaines règles sur le projet ou sur la gouvernance. Et comme je l'ai dit à Claire Desmarpoirier, l'objectif maintenant c'est de travailler ensemble. Travailler ensemble avec des minorités constructives, et puis demain peut-être d'élargir cette majorité. Je suis toujours disponible pour les forces de progrès, pour les forces de gauche. Alors, les forces de progrès, les forces de gauche, elles ont montré qu'elles étaient encore là, alors qu'on avait dit quand même que la gauche, en règle générale, que ce soit d'ailleurs pour les élections départementales ou régionales, était en perte de vitesse. Alors vous prouvez le contraire. C'est important de montrer que cette gauche, elle vit encore. Nous avons encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à prouver. Le progrès est un sujet et un combat permanent. Le progrès social est une attente d'une partie de nos concitoyens. Et moi, je veux penser aux classes modestes, aux classes travailleuses, aux classes moyennes qui sont dans des moments d'inquiétude, parce que le climat change, parce que la société est fragile. Et mon combat permanent, c'est de faire en sorte que tous les hommes, toutes les femmes vivent bien partout en Bretagne, et notamment celles et ceux qui sont dans ces moments de la vie là où ils se posent des questions sur ce qui va se passer demain avec un peu plus d'inquiétude que d'autres. Alors, la Bretagne attire, on en avait parlé lorsque vous êtes venu plusieurs fois lors de cette campagne électorale au micro de Bretagne 5. La Bretagne attire, mais bon, voilà, il va falloir faire un peu de place, il va falloir réglementer tout cela. Est-ce que c'est un des grands dossiers que vous allez devoir porter assez rapidement finalement? C'est une chance de voir du monde arriver en Bretagne. Beaucoup de territoires en France souffrent, voire même en Bretagne, souffrent de déprise, souffrent de perte de population. Donc c'est une bonne nouvelle de voir du monde arriver. Après, il y a de grands enjeux. Où est-ce que les gens arrivent? Où est-ce qu'ils s'installent? Où est-ce qu'ils travaillent? Dans quelles conditions ils s'installent? Est-ce que tout le monde peut s'installer partout? Ou est-ce qu'on se retrouve avec des inflations très fortes, notamment sur les côtes ou sur les îles, ou dans les métropoles? Et puis l'autre sujet, c'est comment on fait pour éviter de consommer la terre agricole. Nous avons tous des amis, de la famille qui souhaitent s'installer avec la petite parcelle de lotissement, et c'est très bien, et je respecte parfaitement ces choix, et j'ai été maire et j'en ai fait beaucoup. Mais il faut aussi avoir en tête qu'on consomme 3000, 4000 hectares par an en Bretagne. Et c'est considérable. Et donc on ne peut pas dire on veut garder le monde agricole, on veut garder une planète vivable, on veut garder des espaces naturels et en même temps continuer à bouffer de la terre agricole pour installer des habitants. Donc il faut trouver des équilibres. Et moi la réponse que j'offre, c'est de travailler sur les villes, sur les centralités, faire en sorte que nos villes se tiennent bien. Il y a de la place dans le centre-ville de Saint-Brieuc, il y a de la place dans le centre-ville de Lamballe, il y a de la place dans le centre-ville de Pontivy ou de Rospordin. C'est dans ces villes qu'on peut réinstaller des gens avec une qualité de vie extraordinaire, quel que soit l'âge. Mais ça demande du courage, ça demande du travail de long terme et un engagement entre les maires et la région pour qu'on avance dans le même sens. Alors là, on est aussi un peu sur le domaine de l'environnement. Je faisais allusion tout à l'heure, d'un point de vue un peu plus politique, à Europe Écologie Les Verts. Il y a eu cette proposition aussi des fédéralistes, de l'UDB, de cette forme finalement de passeport pour habiter la Bretagne. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Le statut de résident. Le fameux statut de résident. Est-ce que, alors vous êtes opposé à ce statut de résident. Est-ce qu'il faudrait trouver un autre système éventuellement qui garantisse, comme le statut de résident, qui pourrait être mis en place, mais peut-être plus soft, si vous me permettez le terme? Je redis que d'abord le constat, il est partagé. Le constat posé par Neil Kawissin, le constat posé par UDB sur les problématiques de logement dans certains territoires de Bretagne, je le partage. Et il faut de l'action publique, il faut agir. Et il y a
plein de manières d'agir. Moi, je ne crois pas au statut de résident parce que même s'il est fait de manière expérimentale, même s'il est fait de manière ponctuelle en disant après une année, vous pouvez devenir un breton comme les autres, ça met un coup de canif quand même dans le principe que tout le monde peut venir vivre en Bretagne et qu'il n'y a pas de préférence bretonne ou pas de statut de résident. Je ne peux pas l'accepter et en tant qu'homme de gauche, je pense que c'est pas acceptable de laisser prospérer cette idée. Mais ça ne règle pas le problème, il faut trouver des solutions. Et les solutions, c'est bien sûr de continuer à accompagner les maires qui ont le droit de préemption. Et ce droit de préemption, il doit être utilisé plus souvent. Et je propose que la région, avec l'établissement public foncier, puisse mettre de l'argent sur la table pour aider les maires à avoir les moyens de préempter, avoir les moyens de faire du renouvellement urbain, avoir les moyens de réaliser des logements avec des clauses non spéculatives et avoir les moyens aussi de lancer cet office foncier solidaire qui permettrait de réduire le prix d'acquisition pour des primo-accédants. Voilà des dossiers concrets qu'on peut mettre en œuvre tout de suite, sans changement de la loi, tout de suite. Et je compte bien le faire avec l'équipe. Alors, vous citez les maires, hein, beaucoup. Beaucoup parce qu'ils sont au cœur de la République. Voilà, puis vous l'avez été vous-même. On a eu l'impression ces dernières années que les maires étaient un petit peu la variable d'ajustement. Là, on parle de politique. Voilà, on va peut-être pas rentrer sur un aspect politique national, je crois que. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut remettre le maire au cœur du dispositif, ce que vous faites ici à la région? Le maire est indispensable au fonctionnement de la cité, que ce soit une commune de 800 habitants ou une commune de 200 000 habitants. Le maire est responsable de son territoire, avec son équipe, avec son administration, et c'est important de le redire. On a bien entendu des coopérations intercommunales, les fameuses intercommunalités. Il les faut, et c'est bien, et c'est de la coopération. Mais je rappelle que c'est de la coopération entre maires, entre collectivités. Et il faut rappeler que le maire est à la base de cette organisation. Et nous avons la chance, en France, d'avoir 36 000 maires ou 35 000 maires aujourd'hui, avec des hommes et des femmes pour l'essentiel bénévoles, pour une grande partie d'entre eux, ou avec des indemnités qui ne permettent pas de payer plus que leurs frais de mobilité ou d'absence de travail, et qui se lèvent la nuit pour gérer les accidents, les tensions, les difficultés, qui travaillent pour développer l'avenir de leur cité, de leur commune, et pour répondre aux attentes de leurs concitoyens. C'est des mandats nobles, c'est des mandats ô combien respectueux, et il faut les valoriser sans cesse. Et redire à nos concitoyens que c'est une chance dans la République que d'avoir cela, en plus des 500 000 conseillers municipaux qui administrent l'ensemble de nos collectivités. C'est tout aussi noble qu'un mandat de conseiller régional. Voilà, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence de fonction. Alors, vous parliez effectivement des maires et de ces incivilités parfois hein, qu'on voit à l'endroit des élus, et même des élus qui sont un petit peu au-delà du périmètre de la commune. On l'a vu avec le plus illustre d'entre eux, le président de la République. Bien sûr, il faut le condamner à chaque fois. Oui. Voilà, justement, est-ce qu'aujourd'hui il faut réexpliquer le rôle, il faut aller au contact toujours et encore, et puis en quelque sorte protéger ceux qui sont élus par le peuple? Il faut protéger toutes celles et ceux qui, à un moment donné, ont l'autorité d'une manière ou d'une autre. Bien entendu, nos forces de l'ordre, ça va de soi, mais il faut le redire, mais aussi les élus qui ont une autorité dans le sens où ils ont, par le suffrage universel, la capacité de décider, par le vote, de délibérer, de choisir. Et on leur doit le respect nécessairement. Je ne le dis pas pour moi, je le dis pour tous ces élus qui travaillent dur sur le terrain. Et suite à ces élections où le taux d'abstention était très élevé, j'ai dit à mon équipe ces derniers jours, qu'après l'installation, il faudra travailler à ce que chaque conseiller régional prenne sa part pour expliquer le fonctionnement de la collectivité, expliquer le fonctionnement d'une région, aller dans les lycées, aller dans les universités, aller, pourquoi pas, dans les entreprises. Moi, à plusieurs reprises, au cours du dernier mandat, je suis allé dans des boards d'entreprises pour expliquer à la direction générale ce qu'une région fait. Beaucoup de gens ne le savent pas, quel que soit le niveau social. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il faut réexpliquer cela. C'est de l'éducation civique tout au long de la vie, parce que le vote change la vie, et le non-vote change la vie aussi. Alors Loïc Chénet-Girard, il y a cette complication entre le département et la région en fait. Souvent les gens ont du mal à s'y retrouver. Qui fait quoi? On en avait parlé lors de cette campagne. Il y a eu beaucoup de pédagogie de fait, mais voilà, il reste que le fameux millefeuille administratif est un peu compliqué à comprendre. Est-ce que là aussi il va falloir avancer très vite pour le simplifier, ce millefeuille? Ce qui est indispensable, c'est de simplifier la vie de nos concitoyens. Donc est-ce que c'est par une Assemblée de Bretagne et la fusion département-région? Peut-être, et moi je suis toujours disponible pour en discuter avec les collègues. Est-ce que c'est par de nouvelles compétences de l'État vers les collectivités? Sûrement. Et est-ce que c'est par une meilleure articulation entre nos services, niveau communal, niveau départemental, niveau régional, pour que le citoyen il ait face à lui un service public unifié, y compris avec les services de l'État? Certainement. Et ça, c'est vraiment un bel engagement. Il faut que demain, vous puissiez passer de votre réservation de crèche pour votre petit dernier à votre acquisition de billets Bresgo
en passant par l'inscription de votre grand au lycée, sur les mêmes plateformes numériques. Pourquoi avoir des dossiers séparés? Pourquoi redire la même chose? Vous inscrivez à la commune vos enfants, il faut donner des fiches et des fiches pour expliquer ce que font les parents, les médecins traitants, etc. Vous allez au lycée, il faut recommencer, alors que finalement nous sommes tous des collectivités avec le sens du service public, le sens du respect de la donnée, et nous pourrions organiser des nouveaux outils passant d'une collectivité à l'autre, permettant aux citoyens de s'y retrouver sans avoir l'impression d'être inconnus à chaque fois. Ça, c'est des beaux combats, concrets pour la vie des gens, et on va s'y employer. On peut imaginer une espèce de portefeuille électronique, on pourrait élargir aux associations, souvent on le voit, les demandes de subventions, au moment où ça arrive, bien, on a plusieurs interlocuteurs pour les associations. Tout à fait. Et il faut refaire les dossiers à chaque fois. C'est exactement ça, c'est que dans la vie du citoyen, que ce soit pour sa vie familiale, sa vie professionnelle, sa vie associative, il est confronté à la collectivité, aux collectivités, y compris à l'État. Et le dire chaque année, c'est épuisant. Et donc je pense que d'être capable de le dire une fois et de l'enregistrer dans un système numérique qui soit sécurisé et qui soit exemple de tout risque d'être vendu au niveau de ces données à des opérateurs privés, ça peut rassurer tout le monde. Et effectivement, pour une association comme Bretagne 5, comme pour plein d'autres associations sportives et culturelles, remplir une fois le dossier et l'enrichir au fur et à mesure est plus intéressant que de refaire un dossier de 14 pages, 15 pages, 17 pages. Ça semble simple, mais c'est très compliqué. Et donc on y travaille. Nous avons mis quelques équipes là-dessus il y a déjà 6 mois. J'avais déjà commencé à dire que je voulais travailler sur ces plateformes servicielles. Je pense que d'ici 6 mois, 1 an, j'aurai de belles annonces à faire. Eh bien, vous nous les ferez au micro de Bretagne 5, pourquoi pas. Loïc Chenet-Girard, vous avez parlé aussi de laboratoire durant votre campagne. Vous avez insisté sur le fait que la Bretagne n'était pas forcément une région comme les autres et que ça pouvait être une terre d'expérimentation. Alors, on l'a vu avec la crise du Covid, entre autres, mais dans d'autres domaines, sans doute. Quels seraient les domaines où on pourrait expérimenter assez vite? Moi, je pense que dans le domaine de la santé, on peut expérimenter assez vite. Nous pourrions obtenir de coprésider l'ARS. Pas pour dire on veut le pouvoir, mais juste parce qu'on voit bien que l'ARS pilotée par Paris et un directeur régional, c'est trop loin de nous. Donc il faut coprésider cette ARS, pouvoir le connecter mieux au territoire, pouvoir travailler entre les services de l'État et les services des collectivités locales à cet aménagement de la santé, pour faire en sorte qu'on soit tous égaux devant cet accès aux soins. Voilà un très beau sujet sur lequel on peut travailler. Le sujet du logement dont je parlais tout à l'heure et donc du foncier est un autre beau sujet. Nous avions obtenu avec Édouard Philippe d'avoir le Pinel breton, de faire en sorte qu'en Bretagne, le Pinel ne soit pas décidé à Paris seulement pour Rennes, Brest et Saint-Malo, mais qu'on puisse positionner du Pinel dans d'autres communes de Bretagne pour y développer de l'emploi du logement locatif. Bon, c'était une expérimentation, elle se termine. Voilà un beau dossier de différenciation sur lequel nous pourrions avoir la capacité à agir demain. Alors il y a aussi des dossiers qui fâchent. Celui de l'agriculture, on l'a beaucoup évoqué au micro de Bretagne 5 et plus largement chez nos confrères de la presse ou des autres radios et télévisions. Ce dossier de l'agriculture, c'est un peu la patate chaude. Il faut réformer, il faut changer le modèle agricole. Mais voilà, il y a les emplois, il y a l'industrie agroalimentaire. Comment arriver à trouver le fil d'Ariane et essayer de, j'allais dire un petit peu dérouler tout ça pour essayer d'apaiser et de parler? Il faut d'abord se dire que l'agriculture est indispensable. Indispensable pour nous nourrir, nous, les hommes et les femmes. Indispensable pour faire en sorte que chacun ne soit pas obligé de subvenir à ses propres besoins pour s'alimenter. Rappelons que le progrès humain, il a commencé à partir du moment où certains se sont mis à produire pour d'autres que leur famille. Voilà. Et puis, par contre, avoir en tête que ces transitions elles doivent se faire parce que, comme n'importe quel modèle économique, il n'y a pas de capacité à produire en n'intégrant pas l'enjeu du vivant, l'enjeu de la biodiversité, l'enjeu de la limitation de la planète. Et nous voyons qu'il est urgent d'agir. Donc nous avons en Bretagne un certain nombre d'actions depuis de nombreuses années. Il faut continuer. Il faut continuer à être capable de produire le plus possible sans obérer l'avenir de la planète. Voilà le pitch rapide, si je peux me permettre, la ligne sur laquelle nous devons travailler. Ça veut dire une diversité de modèles agricoles, ça veut dire une installation de jeunes dans des systèmes agricoles qui intègrent dès la création de l'exploitation les enjeux de la limitation de cette planète, et puis de faire transiter les systèmes d'aujourd'hui vers le moins d'intrants, le moins de carbone, le moins de consommation d'eau, ne serait-ce que parce qu'on voit bien que le changement climatique, il est là. Et donc il faut s'adapter, les consommateurs le demandent, le changement climatique nous y oblige, et notre ambition de laisser une planète vivable pour nos enfants nous y oblige aussi. Alors il y a la partie visible, ces fameuses algues vertes. Alors on le dit à chaque fois, voilà, les algues vertes, elles partent, elles reviennent, on ne fait rien. Pourtant il y a eu des efforts de fait au niveau de la région. Il y a des efforts de fait depuis plus de 20 ans maintenant, il faut en faire encore.
On ne peut pas dire que c'est réglé, on ne peut pas dire que tout va bien. Il faut continuer à faire des efforts. Mais nous avons un certain nombre de succès qui sont aujourd'hui enregistrés sur les taux de nitrate par litre que nous avons dans les rivières bretonnes, notamment sur la côte nord. Nous avons réduit le nombre de plages impactées, mais nous avons encore des efforts à faire dans des baies algues vertes avec là aussi des accompagnements. Et je le dis, ce n'est pas la région toute seule. La région, avec ses moyens, ne pourra pas tout faire. Il faut que l'État, il faut que l'Europe prenne sa part. Et c'est le sens des rapports qui sont sortis dernièrement de la Cour des comptes pour indiquer qu'il est indispensable qu'il y ait une continuité d'action publique, qu'il y ait une continuité d'engagement de l'État, qu'il n'y ait pas d'interruption entre les plans algues vertes qui se succèdent et qu'on embarque tout le monde. C'est pas l'affaire de l'État tout seul, c'est pas l'affaire de la région toute seule, c'est l'affaire de toute la société. Et je le redis, les agriculteurs ne sont pas coupables. Ils sont dans des systèmes qui, pour certains d'entre eux, doivent évoluer, ou des pratiques qui, pour certaines d'entre elles, doivent évoluer. Et globalement, c'est le cas. Globalement, c'est le cas. Il y a des baies algues vertes, on est à 80-85% des agriculteurs en contrat avec nous, avec l'État, sur des pratiques environnementales qui permettent de juguler ce sujet des algues vertes. Il faut continuer à convaincre les 5, 10, 15% autres, qui pour certains d'entre eux seront en retraite dans les quelques années qui viennent, pour d'autres ont un peu plus de mal à accepter ces changements. Mais globalement, ne jetons pas l'opprobre sur une population, sur une partie de notre population ô combien importante que sont les agriculteurs. Nous avons besoin d'eux et c'est avec eux qu'on fait ces changements et pas contre eux. Alors, l'industrie agroalimentaire, vous avez été pointé du doigt. Alors, quand je dis vous, je parle de la région, évidemment. Oui, moi aussi. Parce que, voilà, vous avez pris part dans une coopérative agricole, ça vous a été reproché. En deux mots, pourquoi vous avez pris part dans cette coopérative ? La région Bretagne a pris quelque part dans le groupe d'Aussi. D'Aussi qui est une coopérative agricole. Parce qu'à l'époque, c'était il y a déjà 4 ans, le groupe d'Aussi était victime d'un raid financier. Et si je n'étais pas intervenu avec les collègues de la région, nous aurions eu un financier extérieur à la Bretagne qui aurait été propriétaire de cette entreprise. Et vous savez très bien qu'une fois que le siège s'en va, peu à peu, les emplois s'en vont. Nous avons voulu prendre nos responsabilités et signifier que la structuration financière d'Aussi permettait de rester en Bretagne par l'action de la région. Voilà la réalité. Derrière, il y a des milliers d'emplois. Mais ça n'exonère pas le groupe d'Aussi de faire des efforts sur l'environnement. Ça n'exonère pas le groupe d'Aussi de continuer à travailler vers la transition agroécologique. Et c'est cela le message que je veux passer. Il n'y a pas les méchants grosses coopératives et les gentils agriculteurs en circuit court paysan. J'ai besoin des deux. Et moi, il n'y aura pas d'avenir pour la Bretagne si cette industrie agroalimentaire, ces grosses coopératives n'assument pas la transition agroécologique. Donc je redis, il faut installer le maximum de jeunes, y compris dans des circuits courts, sur de l'agriculture dite paysanne, qui est ô combien importante à nos yeux, mais continuer aussi à travailler sur ces circuits longs qui nourrissent Paris, à condition qu'on intègre les enjeux du bien-être social, du bien-être ou de la qualité environnementale, et du prix pour que l'agriculteur vive de son travail. Ça, c'est des bons combats. Alors, autre combat, Daniel Cuev vous a rejoint dans la dernière ligne droite, de la campagne électorale, en gros, entre les deux tours. Daniel Cuev s'est tourné beaucoup vers la mer, vers la maritimité. Est-ce que c'est le deuxième grand enjeu de la région ? C'est certainement un très très grand enjeu pour la région, parce que la mer est quand même notre avenir. La mer, on y puise des ressources pour se nourrir, on y puise de l'énergie, on y puise des molécules pour la santé, on y puise des connaissances du vivant et de la planète, y compris du changement climatique. Et puis c'est un outil extraordinaire de connexion des hommes entre eux, depuis la nuit des temps. Par la mer, on peut connecter le monde entier. Et donc nous avons, nous, en Bretagne, cette chance d'être baignés par l'océan, et nous avons besoin d'y travailler sous toutes ses formes. Bien sûr nos ports, parce que nous en sommes propriétaires, mais aussi toutes les activités économiques, touristiques, culturelles, scientifiques qui peuvent se faire grâce à l'océan. Et effectivement, Daniel a ajouté une patte au projet que je présentais aux Bretonnes et aux Bretons, et il a quelque part une ambition de porter sa pierre sur ce sujet ô combien important. Alors, la mer, c'est aussi des éoliennes, hein. Vous vous doutez un peu de ma question. Aujourd'hui, il y a cette incompréhension en baie de Saint-Brieuc qui tourne un petit peu à l'affrontement quand même. On a vu tous ces petits bateaux faire reculer ce gros bateau de forage. Est-ce qu'il va falloir apaiser très vite, trouver un médiateur par exemple ? C'est indispensable d'apaiser, c'est indispensable de rester
connecter aux hommes et aux femmes marins-pêcheurs qui ont des métiers très difficiles et que nous voulons garder en Bretagne. Redire que cette négociation d'il y a 10 ans, elle est déjà ancienne et que je comprends de fait que certains ne comprennent pas ce qui se passe ou ne comprennent pas les accords de l'époque. Et pourtant, ce projet, il doit aller à son terme. Donc il faut apaiser, il faut certainement trouver des médiations, des voies de dialogue. Il faut certainement mieux expliquer, retrouver le chemin pour définir les critères d'indemnisation pendant la période de travaux, parce que les critères d'indemnisation pendant l'exploitation, c'est déjà défini. Et puis prouver que les travaux des scientifiques sont une réalité au fur et à mesure du forage. Moi, je demande la transparence sur la turbidité, la transparence sur le bruit quand il y a les forages pour vérifier qu'on est bien dans les spectres qui avaient été prévus par les scientifiques. Puis il y a eu cette malheureuse fuite d'huile qui est un accident industriel qu'il faut condamner. Loïc Chenet-Gérard, il y a aussi pendant cette campagne beaucoup de choses qui ont été dites autour de la culture qui a beaucoup souffert pendant la pandémie. La région Bretagne a été une des régions très exemplaires en soutenant sa culture à travers l'action de Jean-Michel Boulanger, voilà, qui ne sera plus dans la nouvelle équipe, hein, on pourra en dire un mot, mais qui a été un des piliers pour pouvoir aller presque à l'arrache, permettez-moi le terme, essayer de sauver cette culture qui, évidemment, était très impactée. Complètement. Jean-Michel Boulanger a marqué l'histoire de la Bretagne, on peut le dire, a marqué l'histoire du Conseil régional avec les actions culturelle que nous avons lancée, la politique culturelle que nous avons assumée. Nous avions fait le choix collectivement d'affirmer qu'il n'y aurait pas de baisse du budget de la culture tout au long de nos mandats. Nous l'avons tenu. J'ai annoncé la même chose pour le mandat à venir. Et avec Béatrice Massé, qui nous a rejoint, qui sera désignée aujourd'hui vice-présidente à la culture, nous aurons la capacité de continuer ce travail, ce très beau travail, en passant la main, avec un souhait de travailler sur toutes les formes de culture et un souhait de faire en sorte que la liberté de création reste, encore une fois, à la base du fonctionnement démocratique de notre pays. Il y a eu des inquiétudes autour de cette liberté de création. On entend dans certaines régions des bruits qui ne sont pas forcément très positifs. On dit, voilà, il ne faut pas subventionner tel spectacle parce que voilà, ça ne correspond pas à une ligne donnée. Est-ce qu'on peut avoir assurance aujourd'hui que la région Bretagne, elle n'interviendra pas finalement? Je l'ai écrit dans le projet politique que nous avons proposé aux Bretonnes et aux Bretons. Je l'exprime régulièrement. La liberté de création ne doit pas être obérée par le pouvoir politique. Nous avons des accompagnements de journaux, des accompagnements de créateurs, des accompagnements d'artistes, y compris sur des ouvrages ou des pièces de théâtre ou des livres qui interpellent la région sur le sujet des algues, par exemple, ou sur telle ou telle politique que je peux conduire. Eh bien, c'est comme ça, c'est la démocratie. Ça ne pose pas de problème. Et effectivement, dans l'hémicycle régional, de temps en temps, certains bancs s'expriment et votent contre ou s'abstiennent en Bretagne. Avec ma majorité, nous tiendrons bon, nous tiendrons la barre et faire en sorte que chacun puisse s'exprimer librement jusqu'au bout. Alors il nous reste une poignée de secondes, à peine une minute. Loïc. Ah bon, 4 minutes. Oh, bon. Grand luxe. Alors ça c'est parfait. Ça c'est parce qu'on va partir en vacances et que notre réalisateur de la chance. nous donne 4 minutes. Plus sérieusement, Loïc Chenet-Gérard, vous les voyez comment ces 6 années qui vont s'ouvrir devant vous? Je les vois enthousiasmantes, belles, fortes. Je les vois bien sûr avec plein d'inconnus, parce que nous avons un avenir devant nous qui n'est pas écrit, mais je suis sûr que la Bretagne, elle saura, comme d'habitude, tirer le meilleur des crises. Nous avons vécu une crise très dure, la Covid est une crise très dure, nous vivons la crise Brexit, ne l'oublions pas, mais la Bretagne, elle a ce petit truc en elle qui fait qu'on va trouver des solutions, qu'on va aller de l'avant, qu'on va rester unis, qu'on va rester un peuple solidaire et un peuple qui va de l'avant pour créer la qualité de vie que nous aimons tant et la garder dans ce paysage. Un dernier mot sur le côté celtique de la Bretagne. On vous a vu dans le précédent mandat vous rendre dans ce qu'on pourrait qualifier des pays celtiques. On pense à l'Irlande, on pense à l'Écosse. Est-ce qu'il faut affirmer encore plus aujourd'hui ce côté celtique de la Bretagne avec nos voisins ? Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre manière de vivre. Et effectivement, lorsque je me rends en Irlande ou au Pays de Galles ou ailleurs, je me rends compte que le monde celte, ça veut dire quelque chose. Que nous vivrons à l'unisson de même musique, nous vivrons à l'unisson par moments de mêmes œuvres. Nous avons des manières de vivre qui se ressemblent. Et donc nous avons intérêt à cultiver cela. Ça dépasse l'Europe d'ailleurs. Ça déplace l'Europe. Et nous avons besoin de cultiver notre celtitude et de faire en sorte que la Bretagne soit quelque part au cœur de ce monde celte. Et j'avais annoncé avec le président Higgins, président d'Irlande, la volonté de l'accueillir pour un sommet celte. Je pense que nous n'avons pas pu le faire à cause de la Covid. Nous organiserons ce sommet celte en Bretagne, j'en suis certain.
Alors voilà une bonne nouvelle pour ce côté celte de la Bretagne. Et puis allez, on va se permettre un petit mot concernant Bretagne 5. On a l'hymne breton, le Brogoz Mazadou, qui ouvre et qui ferme l'antenne chaque matin, chaque soir avec l'orchestre de Bretagne. Voilà, et même je crois les chœurs de l'orchestre d'Écosse à vérifier. Très bien, bravo. Voilà. Loïc Chanet-Girard, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir reçus à quelques minutes d'entrée dans l'hémicycle pour cette nouvelle séquence journée qui s'ouvre. Importante, oui, tout à fait. Journée importante. Merci infiniment et bien je vous souhaite une très belle journée et de bonnes vacances. Kenavo, à très bientôt. Merci à vous. Bonnes vacances à tous vos auditeurs. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.